Conakry, 20 novembre 2017, la Guinée célèbre ce lundi la journée des droits de l'enfant. À l'hémicycle, le Parlement des enfants présente un plaidoyer aux autorités. De quoi s'agit-il? La réponse dans ce journal. Les pompes d'irrigation Made in Guinée séduisent et facilitent les visiteurs du Salon international de l'agriculture à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Les acteurs du développement rural apprécient l'ingéniosité des artisans guinéens. La fête de l'indépendance du Royaume du Maroc à Conakry, marquée par la présentation des œuvres littéraires marocaines et une idée du commissariat général de Conakry, capitale mondiale du livre. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Vous comprendrez ce soir que les enfants prennent les commandes. Avec moi sur ce plateau, Aya Aïssatou Bari, lauréate du prix journal télévisé Fitini Music Show. Aya, bonsoir. Oui, bonsoir Fanasuma. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui le 20 novembre 2017, c'est la journée mondiale de l'enfance. Comme partout dans le monde, ici en Guinée, les enfants prennent les commandes. Les enfants prennent donc les commandes. Le monde célèbre ce lundi la journée internationale des droits de l'enfant et l'occasion de réfléchir à tout ce qui touche nos enfants. En Guinée, le constat révèle que l'accès à l'éducation, la santé et à la protection des enfants reste encore un défi. Ce matin, le Parlement des enfants était à l'Assemblée nationale pour présenter un plaidoyer. Voici le reportage de Ablaï Diallo. Nous sommes le 20 novembre, journée dédiée à l'enfance dans le monde. Pendant quelques heures, les députés juniors ont occupé la place des élus du peuple pour marquer cet instant. Sur la table, la problématique de la protection des tout-petits. L'augmentation des financements des vaccins et des coûts inhérents à la vaccination afin de sécuriser l'accès universel des enfants à la vaccination. La dotation d'une ligne budgétaire conséquente pour la nutrition afin de faciliter l'acquisition des aliments thérapeutiques indispensables pour sauver la vie à environ 120 000 enfants qui chaque année souffrent de la forme la plus violente de malnutrition. L'accroissement du financement du préscolaire, notamment pour la prise en charge des éducateurs du préscolaire, afin de donner aux enfants un bon départ dans la vie. C'est le meilleur investissement qu'un gouvernement puisse faire. Ces dernières années, l'engagement du gouvernement et de ses partenaires en faveur du bien-être des enfants s'est renforcé avec la révision de la politique nationale de promotion et de protection de l'enfance. Toutefois, l'accès au financement pour la mise en application de cette politique reste un défi. Vous, en tant que député, je vous en supplie, à cause de l'avenir de ce pays, regardez tous les budgets qui passent par là, pour ne pas que cet argent soit totalement investi dans les infrastructures. Je demande que ce dialogue et ces discussions qui ont eu lieu aujourd'hui puissent continuer et que notamment elles continuent au sein des communautés et qu'on entende vraiment la voix des enfants et de la jeunesse de ce pays qui demandent à être entendus. Et c'est, je pense, très important de donner l'espace de dialogue et de considération des opinions des enfants et des jeunes. Une session au mérite de susciter une plus grande attention des élus du peuple. Il en résulte des engagements pour une enfance mieux protégée et soutenue. Mes enfants, vous avez posé beaucoup de problèmes et des problèmes pertinents auxquels il va falloir que l'exécutif, que nous accompagnons, s'ils veulent qu'on les accompagne, que nous accompagnons, accepte de faire ce qu'il faut pour que nous trouvions des moyens que vous demandez afin que les objectifs qui sont les vôtres, qui sont les nôtres, puissent être atteints le plus rapidement possible. C'est le 20 novembre 1989 que l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la Convention relative aux droits des enfants. De nos jours, cette date est célébrée à travers 180 pays dans le monde. Depuis la semaine dernière, la rédaction du journal télévisé est à pied d'œuvre pour partager avec vous les éléments de reportage relatifs à la situation des enfants. Ce soir, place à l'intelligence infantile dans la manipulation des smartphones avec le développement des TIC. Tierno Ousmane Diallo fait le point. Le smartphone est celui de leur mère, mais elle maîtrise mieux son usage. Dans cette concession familiale à Kaloum, les enfants sont la plupart du temps maîtres des téléphones portables de leurs parents.
Leur passion pour les nouvelles technologies aiguise au quotidien leur curiosité. À l'assaut des applications de jeux pour la plupart du temps, ils font montre d'intelligence dans la manipulation des appareils. Je veux jouer sur mon smartphone, appeler et écrire les textos. C'est pas compliqué l'utilisation? C'est simple. Et puis encore, c'est facile, très facile. Je me connecte souvent, je fais des photos. Au fait, j'appelle mes amis aussi. Partagé entre la crainte de voir les enfants abîmer leur smartphone et le désir qu'ils soient à la hauteur dans la maîtrise des nouvelles technologies, les parents sont tout simplement émerveillés quand ils découvrent le plaisir et la facilité qu'ont leurs petits à glisser le doigt sur un écran tactile. Ils savent bien manipuler le téléphone, surtout celle-là, et ça nous rend heureux. Ça les rend plus intelligents avec les jeux et les calculs. Si la maîtrise des nouvelles technologies par les enfants fascine dans les foyers, les pédagogues invitent les parents à ne pas perdre de vue l'autre revers de la médaille et s'assurer que les enfants ne soient pas dangereusement exposés. Ici aujourd'hui, mon professeur donne un cours, je n'ai pas bien compris, je vais sur internet, j'appuie, ça sort, je reprends, je réécris, ça c'est un avantage. Mais lorsque je prends par exemple les films, je vois que ça se passe comme ça, je dis ah c'est ça, et l'enfant c'est quoi? L'enfant africain surtout, ce qui lui est caché, c'est ce qu'il cherche. Tous les enfants d'une manière générale. Donc si nous ne prenons pas les dispositions pour dire aux enfants oui, ça c'est ça, ça c'est bon, ça c'est pas bon, les enfants ne sauront pas faire la différence. C'est ce qu'ils jouent. Donc c'est pourquoi je dis la masse média et tout le monde doit être dedans pour faire vraiment avancer, sinon on sera toujours victime. En Guinée, l'usage des smartphones connaît un développement fulgurant. Avec des enfants de plus en plus connectés, c'est toute la société qui fait face à un nouveau défi. L'enfance en l'honneur dans cette édition. Un décret du chef de l'État, décret D 2017-299 PRGSGG portant nomination d'un secrétaire général de préfecture. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, M. Siné Magasuba, professeur, numéro matricule 190-302P, précédemment directeur préfectoral de l'éducation de Bokeh, est nommé secrétaire général des collectivités décentralisées de Sigiri en remplacement de M. Sirima Kourouma, appelé à d'autres fonctions. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 20 novembre 2017, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Et puis ce message, départ suite à la réélection du président Uhuru Kenyatta. Les félicitations du président Alpha Condé. Monsieur le Président, mes chers frères, votre réélection à la magistrature suprême de la République du Kenya m'offre l'agréable occasion de vous présenter au nom de l'Union africaine, du peuple et du gouvernement guinéen, ainsi qu'à mon nom personnel, mes chaleureuses félicitations auxquelles je joins mes vœux les plus sincères de plein succès dans la poursuite de votre noble mission au service du peuple kenyan. Je voudrais saisir cette heureuse opportunité pour relever avec satisfaction la pérennité des liens traditionnels d'amitié et de solidarité qui ont toujours existé entre nos deux pays frères et vous réitérer mon attachement personnel à la poursuite et à l'approfondissement des relations de coopération bilatérale. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'expression de ma très haute et cordiale considération. Conakry, 20 septembre 2017, pour l'Union africaine, le président en exercice, professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée. Dans l'actualité encore, avec la persistance du débrayage des enseignants à Conakry, le gouvernement a donné un point de presse ce lundi pour faire l'état de l'évolution de la situation. Cette rencontre dirigée par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a apporté tout l'éclairage sur cette grève demandée par deux dissidents du SLEG. Les précisions dans ce reportage de Amadou Touré.
Vu la persistance du débrayage des enseignants à Conakry avec ses conséquences, le gouvernement guinéen, sous l'égide du ministre d'État à la Justice, a organisé un point de presse au cours duquel les 4 ministres présents ont apporté des éclaircies sur ce mouvement décidé par 2 dissidents du SLEG, syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Ce qui se passe aujourd'hui dans notre système éducatif ne peut laisser personne indifférent. Je l'ai entendu tout à l'heure et c'est ce qui a été fait, ce qui nous a été dit. Nous avons toujours été instruits par le chef de l'État, le ministre de l'Éducation nationale et moi-même, de tout faire, être proactif, anticiper sur les problèmes que les syndicalistes peuvent avoir pour que nous ayons au moins un climat de paix dans notre pays. C'est ainsi que le 9 octobre 2017, après que les négociations se soient ouvertes le 18 septembre, qu'on ait abouti à un protocole d'accord. Ce protocole d'accord a été signé avec les principaux responsables syndicaux de l'intersyndicat, avec le gouvernement, avec la médiation du patronat. Et ce problème de maintien de la valeur du point d'indice était une revendication importante là-dedans. De négociation en négociation, nous sommes parvenus à un consensus, à nous rapprocher les positions, et selon les termes du protocole, le gouvernement accepte le maintien de l'ancienne valeur monétaire des points d'indice, à savoir 1030 et 977, et pour ce faire, les partis décident d'augmenter la valeur monétaire des points d'indice de 40% à compter de 2018. Quand quelqu'un se lève un beau matin, il dit « Enseignant, levez-vous, le salaire c'est 8 millions ». Les gens se lèvent. Quitte à vérifier de quoi se prévaut celui-là qui vous appelle à vous lever pour dire « On va fixer le salaire à 8 millions ». Quelles sont les considérations qui sont les siennes pour une telle déclaration? Je m'adresse aux collectivités locales. Je m'adresse aux administrateurs territoriaux. Je m'adresse à messieurs les gouverneurs de région, à messieurs les préfets, les sous-préfets, les maires et présidents des délégations spéciales, les sous-préfets, les chefs de quartier, bref. Je m'adresse à la décentralisation. Parce qu'il n'y a pas cette école-là qui flotte entre terre et ciel. Les écoles sont toutes sur un certain périmètre, dans une certaine circonscription. Ceux-là qui savent que notre avenir commun à nous tous, c'est les enfants. Des efforts immenses ont été proposé au gouvernement par le ministre de l'Éducation nationale et le gouvernement les a agréés. Selon les informations reçues, ce lundi a été particulièrement violent. Plusieurs cas de vandalisme ont été observés dans plusieurs établissements et même un cas de mort. On vient vers la FSE et dit qu'ils n'ont jamais déclaré de grève. On vient vers la CNTG, l'USTG, ils ont les mêmes positions. Ceux qui sont signataires de l'avis de grève sont suspendus de toute activité syndicale par ces centrales. Ils sont cachés. On n'arrive pas à les joindre ni au téléphone, on ne sait pas où ils se trouvent. Et en attendant, la grève est en train de faire des ravages. Je vous informe qu'une jeune fille de 10 ans, du nom de Fatmata Bayleba, mère Mariama Diallo Dixine, père Mamadou Djouma Ba, a été violée par un enseignant dans la salle de classe. Quand on est venu jeter des cailloux, dans ce mouvement, les enfants ont fui. Il a récupéré la petite pour le faire rentrer dans la salle, il l'a enfermé et il avait quelque chose qu'on ne peut pas réparer, une petite fille de 10 ans. Je l'ai à ma charge à l'hôpital Flamboyant pour ceux qui veulent avoir les informations sur ils peuvent aller. Il y a une fille du nom de Fatmata Souma, élève à l'école Afrikof de Sangoya.
Elle fait la 4e année. Elle a perdu un œil, traumatisme de l'œil gauche par projectile ayant entraîné l'explosion du globe oculaire. Elle a 14 ans, mais curieusement, c'est la fille aussi d'un enseignant qui a en service à Koya. Ce matin, je viens d'être informé qu'il y a un élève qui est mort à Dagompa. Je pense que ça commence à être de trop. En présidant la cérémonie, le ministre d'État, ministre de la Justice, a dit toute la préoccupation du gouvernement face à cette situation. Maître Cheikh Chako a démontré que le mouvement est illégal et n'a pas sa raison d'être. Ils ont, par une action illégale, un mouvement illégal, appelé les enseignants à faire grève. Voyez-vous, quand je vous parle de démocratie, l'existence des syndicats, quand des personnes se font suspendre ou exclure de leur syndicat, et de go appelle à une grève, qu'on appelle une grève sauvage, dès lors que ce n'est pas encadré par la loi. De grâce, monsieur le journaliste, insistez sur ça. Il faut que les Guinéens arrivent à respecter la loi, à respecter les textes, quels qu'ils soient. On ne peut pas accepter que des gens qui ont été suspendus par leur syndicat, donc qui n'ont absolument aucune légitimité à appeler d'autres enseignants dans ce pays à faire grève. Les conséquences, vous les connaissez. Au total, 19 personnes sont concernées par une poursuite judiciaire déclenchée par les autorités compétentes. À ce jour, 4 sont interpellés et les autres recherchés. C'est un dossier à suivre. La Guinée renoue avec la planification de son développement. Les partenaires financiers saluent cet engagement. À Paris, ils ont annoncé plus de 20 milliards pour soutenir la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. Nous vous proposons les réactions de quelques acteurs du Forum de Paris au micro de Aboubakar Kamara. La communauté internationale apprécie le travail que le professeur Alpha Condé est en train de faire. La Guinée est sur des bases saines. La Guinée est l'un des pays les plus performants aujourd'hui en Afrique. En termes de taux de croissance, dans la région, il n'y a que la Côte d'Ivoire qui nous dépasse encore. Et nous arriverons en 2020, si les conditions de paix et de sécurité sont réunies, si nous maintenons ce cap, je suis heureux de pouvoir dire que le président Alpha Condé délivrera aux Guinéens un taux de croissance de 10,2. Très confiant, parce que c'est des annonces qui sont assez claires, qui viennent d'institutions fiables, qui ne viennent pas jouer à un téléthon, mais qui annoncent ce qu'ils vont donner. Parce qu'ils ont cru au programme, parce qu'ils croient en la Guinée, ils croient au programme. En tant qu'opérateur économique, vraiment, je suis très content, je suis très fier de cette mobilisation. J'ai assisté à beaucoup de forums, mais celui-là, vraiment, je n'ai jamais assisté comme celui-là. Surtout l'intérêt potentiel qu'on a trouvé pour la Guinée. On doit féliciter beaucoup le PNDS, vraiment. Bravo à cette initiative. On est très content, très fiers de la Guinée. Obtenir 21 milliards de dollars, vraiment, ça, c'est fierté de toute la Guinée. Voilà, plus de 20 milliards de dollars annoncés. Dans la savane, un pont colonial sur l'axe Kankan-Madiana vient de céder. Le non-respect des consignes sécuritaires par un chauffeur d'un gros porteur serait à l'origine de cette dégradation. Le ministre des Travaux publics s'est rendu sur les lieux pour trouver une solution provisoire. Ansman Toumani Kamara signe ce reportage. Ce pont construit en 1942 vient de céder sous l'effet de la surcharge. Cet ouvrage de franchissement colonial est à Kondianakro sur l'axe Kankan-Mandiana et à 25 km de Mandiana-Ville. À cause de son importance dans le trafic avec le Mali et la Côte d'Ivoire, la ministre des Travaux publics, en compagnie du Fonds d'entretien routier et des autorités locales de la Savane, vient faire le constat et envisager des mesures urgentes pour soulager les usagers. D'abord, ça commencera par la réalisation d'une déviation, parce que la nouvelle construction, aujourd'hui, ne pourra pas finir à moins de 3 mois, 4 mois.
Nous avons pris des mesures urgentes qui consistent à mettre rapidement une déviation à ce niveau-là pour pouvoir permettre aux camions de passer. Mais à court terme aussi, c'est la reconstruction du pont définitif sur ce axe. Donc le gouvernement est en train de mettre tous les efforts en place. Il y a des études prêtes pour démarrer rapidement les travaux. La spontanéité des mesures prises par le ministère des Travaux publics a rassuré les usagers de ce tronçon. Ces explications nous ont donné beaucoup d'espoir parce que nous avons senti que le gouvernement prend à bras le corps notre préoccupation. Que cette situation de route est une situation d'envergure nationale. Sur le même tronçon, Kankam-Mandiana, deux autres ouvrages de franchissement de la période coloniale ont aussi montré les signes d'une dégradation imminente. A noter que depuis 2014, la route Kankam-Mandiana est sous un projet de construction divisé en deux lots. La tranche ferme terminée et celle optionnelle attend le financement. Direction Abidjan, en Côte d'Ivoire, où se tient le 4e Salon international de l'agriculture et des ressources animales, une plateforme d'échange d'expériences, surtout dans le domaine de l'innovation. Un fait remarquable cette année, les pompes d'irrigation Made in Guinée fascinent les visiteurs et autres acteurs du développement durable. Mohamed Aïcha Silla, Fodé Camara, envoyé spécial à Abidjan. Félix Oufouette-Boigny, durant plus d'une semaine, les rives de la lagune ébriée vont vibrer au rythme de la 4e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Un parc d'attractions et d'innovation où le Made in Guinée impressionne les visiteurs du Sahara 2017. La pompe d'irrigation, inventée par Agibou Bari, se révèle comme un tremplin pour l'accès des ménages à l'eau potable, mais aussi comme un instrument de lutte contre la pénibilité des producteurs dont l'une des principales contraintes est liée à la maîtrise de l'eau. Depuis que nous avons commencé ces pompes, nous avons près de 505 000 bénéficiaires de l'eau qui ont accès à l'eau grâce à cette pompe aujourd'hui. Nous avons des évaluations. Et je vous rappelle aussi que nous avons travaillé avec des structures comme la FAO qui a installé près de 250 pompes à travers tout le pays. Nous sommes en partenariat avec le PACV, le PNAFA aussi qui s'est manifesté. Donc, l'engouement, c'est une fabrication locale avec des pièces de récupération et des produits recyclés. C'est un système adapté au contexte guinéen. Diplômé en ingénierie hydraulique, le génie d'Agibou Bari est reconnu au-delà des frontières guinéennes. Je pense que c'est une très bonne innovation. Ça peut beaucoup servir, surtout pour ces trucs de propulsion de l'eau de surface. C'est très intéressant. J'ai vu que les manuels ne sont pas aussi archaïques, c'est flexible. Donc, ça ne nécessite pas beaucoup d'énergie. Et le coût, il n'y a pas le coût de pétrole, il n'y a pas le coût d'électricité. C'est très rentable pour la population. Après le brevet de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle obtenu en 2004, aujourd'hui, selon l'enfant de Mamou installé à la baie, les pompes FAPEL sont reconnues par le SNAP, Service national d'aménagement des points d'eau. Ceci grâce à un appui personnel du président de la République. Je dis merci surtout au chef de l'État pour son esprit de clairvoyance qui a accompagné cette pompe sur le plan national à travers vraiment des techniciens des SNAP. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que nous avons une pompe compétitive sur le plan international et national. Parce que c'est une innovation de pointe. Donc notre présence au niveau des Sahara, vous avez vu l'engouement avec les visites, tout le monde vient en avoir en Côte d'Ivoire. Et déjà nous avons plus de 15 partenaires qui veulent vraiment être des représentants exclusifs au niveau de la Côte d'Ivoire. L'ascension fulgurante de ce passionné du combat de l'eau pour tous prouve à suffisance, encore une fois de plus, que les Guinéens ont un incroyable talent. 18 novembre 1956, 18 novembre 2017, il y a 61 ans que le Royaume du Maroc a accédé à l'indépendance, une occasion mise à profit par le Commissariat général de Conakry, capitale mondiale du livre, pour présenter la diversité littéraire du Royaume chérifien au public. Moussa Mikini Kamara, Maïmouna Bella Diallo. Cette journée est consacrée à la littérature marocaine.
Une manière pour le commissariat général de Conakry, capitale mondiale du livre, de mieux vendre la richesse littéraire du royaume chérifien, véhiculée dans 3 langues, l'amazigh, l'arabe et le français. La crème de la littérature marocaine était présente à ce rendez-vous. C'est le cas de Mohamed Louakira, auteur de Traversée de l'œuvre, et de Rachid Khalès, qui a présenté l'ouvrage Pour qu'Allah aime Loulou. Pour moi, c'est une sorte de consécration. Et j'ai écrit 3 romans publiés les années 2015 pour Quand Adam a décidé de vivre, qui raconte l'histoire d'un soldat qui revient des frontières et qui doit prouver qu'il est toujours vivant. Deuxième titre, c'est celui-là, Pour qu'Allah aime Loulou, dans lequel je rends hommage à une femme qui a réellement existé, par la qualité de son art, parce qu'elle chantait dans un lieu célèbre dans une ville qui s'appelle Kénitra, à quelques 40 km de Rabat, la capitale. Et en célébrant cette femme, j'attire l'attention sur la condition des femmes qui potentiellement font la modernité au Maroc. La contribution du Maroc donc, à la célébration de capitale mondiale du livre a débuté bien sûr aujourd'hui. C'est un geste pour dire combien donc, nous voulons contribuer à cet événement qui est première fois célébré en Afrique subsaharienne et avec cette fois 3 auteurs marocains de langue française. Dire la richesse de cette langue, de cette littérature marocaine en langue française. Les anciens étudiants guinéens au Maroc sont aussi à l'honneur. Édouard Collier, jeune écrivain diplômé des universités marocaines, présente son recueil intitulé « Désarroi au pays des merveilles », un document qui invite au travail pour le progrès en Afrique. L'œuvre appelle à l'unité, à l'union pour le travail et pour le bâtissement du progrès. La lecture, comme dirait l'autre, pour moi c'est la lecture de l'esprit. On peut rien être, l'intellectuel doit lire parce que pour moi la lecture c'est la nourriture pas seulement de l'esprit mais de tout le corps. Mohamed Louakira, lui, est actuellement l'un des plus grands poètes du Maroc. Il s'affirme depuis quelques années en tant que romancier avec sa saga Marrakchi, l'esplanade de Saint-Essi. Mais c'est surtout son poème en prose, Confidence d'automne, qui fait de lui une référence dans l'écriture poétique. Démarrage à Kindia des travaux d'adduction d'eau potable dans les écoles publiques. Ce projet de l'ONG Guinée 44 vise à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des apprenants. Et puis à Boki, c'est l'Union pour la Basse-Guinée qui a installé son antenne préfectorale de la commune urbaine. Voici quelques nouvelles nationales traitées sous forme de télégramme avec ça à Maratondo. Cette pose de briques annonce le démarrage des travaux d'adduction d'eau potable dans les écoles publiques de Kindia. C'est une initiative de l'ONG internationale française Guinée 44 à travers le projet EduKindia. L'idée est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des élèves et encadreurs de la préfecture. Pour ce deuxième volet du projet, nous allons doter 9 établissements scolaires en infrastructures sanitaires de base, c'est-à-dire des points d'eau, des latrines, des dispositifs de lavage de mains. Et après, il y aura un travail d'éducation à l'hygiène, l'assainissement et la protection du cadre de vie et aussi la gestion des déchets avec les élèves et enseignants des écoles bénéficiaires. Il y aura aussi, comme c'est un projet de coopération décentralisée, un volet échange citoyen sur un peu l'aspect culturel des deux pays. Donc les élèves d'ici et de la France vont échanger un peu sur leur quotidien, sur leur culture à travers ce projet. L'Union pour la Basse-Guinée installe son antenne préfectorale de la jeunesse à Boki. C'est un bureau composé de 25 membres venus des différentes sous-préfectures de Boki. Désormais, ces jeunes ont la charge de promouvoir la quiétude sociale et participer au développement socio-économique de la localité, souvent secouée par les troubles sociaux. Les antennes qu'on est en train de mettre dans les préfectures comme ça, ils ont un rôle à jouer. Par exemple, aujourd'hui, quand on a quelque chose à Conakry, ce n'est pas tout le monde qui va venir. On peut informer le représentant de chaque préfecture, il forme une délégation pour se rendre à Conakry. La même chose se passe à Kindia, nous allons faire comme ça. À Boké, c'est comme ça. À Forekaria, à Bofa et à Fria, la même chose. C'est la toute première conférence nationale des leaders chrétiens organisée en Guinée. 150 délégués des églises catholiques, évangéliques et anglicanes du pays prennent part à cette rencontre d'échange.
Ces acteurs de l'Église veulent renforcer l'unité du corps du Christ et participer à la consolidation de la paix, à la cohésion sociale et au développement communautaire. L'objectif de cette conférence nationale des leaders chrétiens est de rassembler toutes les dénominations chrétiennes existantes en Guinée afin qu'elles se connaissent, qu'elles fassent un programme commun dans le cadre du développement de la Guinée, du renforcement de la paix et de la consolidation de l'unité. Initiée par le secrétariat général aux affaires religieuses à travers la direction des affaires chrétiennes, cette rencontre d'échange va durer 3 jours. Elle devra permettre d'amener les responsables des églises de Guinée à plus de synergie d'action en vue de faire avancer l'œuvre du Christ. Érigée en paroisse en septembre 1996, l'église Sainte-Odile de Simbaya a été consacrée hier dimanche par l'archevêque de Conakry, une cérémonie qui a réuni les fidèles venus des différentes paroisses de l'archidiocèse. Les religieux ont imploré la grâce divine afin qu'il repende sa miséricorde sur notre pays. Valérie Manet. La nouvelle église consacrée de la paroisse Sainte-Odile de Simbaya. Le rituel de consécration est dirigé par l'archevêque de Conakry, Monseigneur Vincent Koulibaly, entouré de plusieurs membres du clergé de Guinée. Près de 500 paroissiens et autres invités assistent à la cérémonie. Pour l'Église catholique, cet édifice est désormais un temple de Dieu. Dans notre foi chrétienne, il est convenable et normal que nous construisions une maison pour Dieu qui est notre Père. Et quand nous construisons une maison pour Dieu qui est notre Père, nous devons consacrer cette maison à Dieu et à lui seul. La maison est la maison de Dieu. Elle n'est pas la maison de spectacle, la maison de réunion, la maison de sport, mais c'est la maison de Dieu. Consacrer un lieu donc consacré à Dieu pour écouter sa parole, pour célébrer les sacrements de l'Église. Donc faire ce que Dieu attend de nous comme culte tous les jours. La consécration, dire simplement, c'est mettre la maison à la disposition de Dieu et de Dieu seul. La réalisation de l'église de Simbaya a coûté plus de 830 millions de francs guinéens. Le montant est cofinancé par l'État guinéen, les œuvres pontificales missionnaires et les fidèles de la paroisse. La capacité d'accueil est de 500 places assises. Nous voilà au cœur de l'événement de la consécration. Consécration de l'église paroissiale, mais aussi consécration de tous les paroissiens pour être des témoins intrépides du Christ ressuscité en acte et en vérité. Au-delà du caractère religieux, la cérémonie de consécration de l'église Sainte-Odile a connu un moment de fête. Des chants de joie, de la procession des offrandes et autres prestations ponctuent la journée de prière. Bien que nous soyons consacrés, mais c'est le moment de repartir à zéro. Il y a eu plein de choses qui se sont passées dans cette paroisse. Nous voudrons maintenant aller avec un nouvel élan. Nous voulons aller sur une nouvelle base, dans le respect, dans vraiment la foi, comme le thème de cette année le dit. Il faut être témoin du Christ en acte et en vérité. Cette nouvelle infrastructure apparaît comme un nouvel acquis pour l'Église engagée à répandre l'Évangile et à accroître ses fidèles. À l'occasion de la consécration de cette Église, l'archevêque de Conakry appelle les fidèles chrétiens à une quête spéciale le dimanche 26 novembre prochain en faveur des détenus de la maison centrale de Conakry. Et puis page noire, l'honorable C.C. Célestin Balamou n'est plus. Il est décédé mercredi dernier. Un symposium a été organisé au Palais du Peuple pour lui rendre un dernier hommage. Les différents témoignages ont mis l'accent sur ses loyaux services rendus à la nation. Sidi Robertono a suivi la cérémonie. Rappelé à Dieu à l'âge de 71 ans, l'honorable C.C. Célestin Balamou a eu tous les honneurs dus à son rang pour les loyaux services rendus à la nation. Quelques proches, amis, collaborateurs ont témoigné de ce qu'il fut. C'était un homme paisible. Il a toujours œuvré pour maintenir la paix dans sa famille. Et chaque fois que je rentrais dans la famille de ce monsieur,
C'était la joie, les conseils, la consolation. Il fut un haut cadre modeste, compétent, rigoureux, serein et disponible. Ses qualités humaines, morales et ses aptitudes au commandement ont fait de lui un homme sûr, écouté et admiré. Le regretté colonel C.C. Célestin Balamou a gravi plusieurs échelons dans les forces armées guinéennes, tout comme dans les relations civilo-militaires. Ses apports sont nombreux. J'avoue que tout le personnel de la gendarmerie nationale, tout le personnel des forces de défense et sécurité, de façon générale, sont attristés. Pour celui qui connaît l'homme, qui ont gelé les bonnes marches des forces de défense et de sécurité. Ils ont participé activement au progrès de ces forces. Nous avons connu l'homme depuis que nous étions encore au collège ou au lycée. À l'époque, il était membre de l'état-major de la milice, où il s'était toujours distingué dans le bon sens. Dans les actions politiques, le regretté Balamou a joué un grand rôle de mobilisateur et de conseiller. L'honorable C.C. Balamou était pour nous une source d'inspiration, car non seulement il nous consolait de la disparition de notre leader, mais il nous amenait à nous convaincre que notre détermination de combler le vide laissé par feu Soumaoro Jean-Marie Doré. Le symposium, marqué par une forte mobilisation, s'est déroulé sur fond de réconfort moral pour sa famille éplorée. Papa, toi qui étais notre confident et qui nous donnait des sages conseils afin d'affronter les difficultés de la vie, nous voilà seuls, diminués, cœur meurtri et pleurant sans cesse et sans arrêt. Le colonel sera inhumé dans son village natal, dans la préfecture de Yomo. Il s'en va, laissant derrière 4 veuves et plusieurs orphelins. L'honorable C.C. Célestin Balamou dort en paix. C'est la fin de cette édition. Nous avons eu l'honneur de gérer cette édition d'information avec Haya Fatoum Aïssatou Bari, lauréate du prix journal télévisé du Fitini Music Show. Haya, merci. Oui, merci Fana. Au nom de tous les enfants de Guinée et du monde, je remercie les parents, le gouvernement, les partenaires et tous ceux qui participent à la promotion et à la protection de l'enfance. Merci. Merci Haya. C'est la fin de cette édition. Donc à tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À demain.